Je vais essayer d'aller s'installer. Bonjour à tous. On ferme les portes. Peut-être que certains l'ont vu. On a une petite différence entre le titre affiché et puis ce qu'il y avait sur le planning. C'est juste la même chose, mais ne vous inquiétez pas. Un changement de titre. La présentation va être en français. Les slides, je les ai mis en anglais. Quelqu'un anglophone peut largement suivre avec les slides. Vous allez voir, les slides ont beaucoup de contenu. On a 30 minutes. Donc on va essayer de rester sur les 30 minutes. Bon, on a un peu de laps de temps, donc ça ira. Et puis, aujourd'hui, on va parler de cloud, de sécurité cloud, de sécurité des données aussi, dans les environnements SaaS. Et on va surtout s'intéresser, en fait, puisque pour comprendre ce qu'on défend et pourquoi on le défend, pourquoi on utilise ces technologies-là, on va essayer de comprendre aussi le point de vue d'un attaquant, la perspective, en fait, d'un attaquant dans ces environnements cloud. On va parler d'Azure, principalement, le plus gros CSP actuellement. Et puis, on va voir un peu un scénario d'attaque et comment un attaquant, en fin de compte, établit un chemin d'un point d'accès initial jusqu'à, dans notre cas de figure, ce sera l'obtention des droits Global Admin, donc les droits d'administrateur dans l'environnement Azure. Et puis on parlera un peu forcément d'approche défensive aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc je suis Solution Consultant Cybersecurity pour Palo Alto. J'ai un background principalement technique. J'ai fait 10 ans de sécurité offensive, de réponse à incident aussi, un peu de SOC, et ça me fera tout. L'agenda aujourd'hui, comme je vous dis, on va parler d'Azure, on va parler du chemin d'un attaquant au sein des environnements Azure. Pour ça, on va, pour ceux qui connaissent le MITRE ATT&CK Framework, on va un peu suivre le MITRE ATT&CK Framework en termes de tactique. On va parler d'accès initial, d'exécution, de mouvement latéral, d'élévation de privilèges dans le cloud, et on va parler d'un sujet un peu moins connu, des abus des API, notamment MS Graph API dans Azure, précisément dans Entra ID. Et on va aborder ensuite les approches défensives. Il y a beaucoup de contenu dans les slides, donc c'est aussi pour que, si vous souhaitez, vous puissiez prendre une photo éventuellement. Il y a des tips aussi. L'idée, c'est pas forcément de tout lire, l'idée, c'est de comprendre le concept derrière et de comprendre le point de vue qu'aurait un attaquant. On va rapidement parler, pour démarrer au tout départ, un tout petit peu d'Azure. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre la différenciation. Quand on parle d'Azure, en général, on parle de manière très générale d'Azure. L'enjeu qu'on a quand on parle de manière trop générale d'Azure, c'est qu'on a un point de vue à haut niveau et on a du mal à différencier réellement Azure RM et Entra ID. Entra ID, c'est vraiment le service d'identité fourni par Azure. Azure RM, c'est réellement ce qu'on appelle en général Azure, c'est vos stockages, vos machines virtuelles, votre serverless, et ainsi de suite. C'est important de comprendre la différence entre Azure RM et Entra ID, tout simplement parce qu'ils ont des modèles de permission et de droits qui sont différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des rôles spécifiques Azure RM, des rôles spécifiques Entra ID, et ensuite on va avoir des rôles ensuite même sur des API, notamment on a parlé de MS Graph, qui sont un peu cachés, on va dire, un peu plus compliqués à trouver. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux finalement. On va voir comment, en exploitant une fonction serverless Azure, sur du Azure RM, donc, Resource Manager, on arrive ensuite à élever nos privilèges, exécuter du mouvement latéral, obtenir un compte dans Entra ID, et puis une fois dans Entra ID, comment on arrive à élever ensuite nos privilèges avec la MS Graph API pour obtenir les droits de Global Admin. Donc c'est important, parce que quand on parle de sécuriser Azure, il faut bien comprendre aussi, déjà dans un premier temps, le modèle de responsabilité partagée dans le cloud, mais dans un second temps, il faut comprendre en fait le modèle IAM de chaque provider cloud. Puis vu comme c'est pas très compliqué, ils ont tous des modèles différents. AWS ont des policies, Azure, on va voir, il y a des rôles, c'est du RBAC, avec Azure RM, Entra ID, avec des modèles de permission différents. Et GCP, on a des permissions directement sur les ressources. Donc pour sécuriser un environnement, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Un rapide tableau, c'est écrit en petit, je suis désolé, il fallait essayer de faire tout rentrer sur cette slide-là. Mais c'est une brève explication, et tout n'est pas présent, des différents systèmes de privilèges et d'accès dans les environnements Azure. On a la partie tout en haut dont on a parlé, Azure RM, qui sont les machines virtuelles, le stockage, avec des rôles que vous connaissez très certainement, comme les rôles primitifs owner, contributeur et reader, qui sont des rôles qu'on a mis au tout départ quand Azure a été créé, c'est des rôles qu'on a attribués. On a ensuite des rôles Azure, très classiques aussi, classique virtual machine contributeur, des choses comme ça. C'est des rôles spécifiques pour accéder à des ressources, pour faire des actions spécifiques sur des ressources. On a ensuite la partie Entra ID, dans laquelle on a la partie rôle Microsoft,
et la partie Custom Role. La partie rôle Microsoft, c'est ce que vous connaissez, c'est le Application Administrator, c'est le Global Administrator, c'est les droits sur lesquels en général vous allez vous concentrer. Et ensuite, on a la partie API Permission. J'ai mis une ligne spécifique pour MS Graph API, mais sachez qu'il y a plein d'autres API, Power BI, Storage, DevOps, Key Vault, qui sont des API qui ont elles aussi en fait un modèle de permission et des permissions qui peuvent être attribuées. En général, c'est beaucoup moins identifié, audité et surveillé par les équipes de défense dans les environnements cloud. On parlera, nous, de MS Graph API en priorité et des différentes permissions qui peuvent être mises sur MS Graph API. Évidemment, à chaque fois, dans Azure, vu que c'est du RBAC, on a des scopes sur lesquels on attribue les permissions. Exemple, dans Azure RM, si on met quelqu'un Virtual Machine Contributor, on le met sur un scope, donc soit sur une ressource, une seule machine virtuelle, soit sur un groupe de ressources, pas une bonne idée en général, soit sur une subscription, encore plus haut, encore moins une bonne idée. Donc vous avez compris, l'idée c'est de se dire comment sont gérés ces modèles IAM et comment un attaquant pourrait les utiliser. Et comment on pourrait se défendre aussi derrière pour éviter d'avoir à faire une revue en fait, tous les matins de toutes ces permissions et de tous ces modèles de permissions différents. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, du point de vue d'un attaquant, en parlant d'accès initial. Dans Azure, il y a deux grands principes d'accès initial qui existent. Il y a ce qu'on appelle les resource-based et les identity-based. Tout ce qui est resource-based, c'est ce que vous avez peut-être vu dans les journaux très souvent. C'est par exemple un compte de stockage qui est exposé, un cloud storage qui est exposé, un Azure Blob, un AWS S3, avec de la donnée sensible ou même des identifiants. C'est par exemple une machine virtuelle exposée en externe aussi, mais ça peut par exemple aussi être un laptop. Un laptop que vous avez, un ordinateur portable qui est ce qu'on appelle join, donc qui est joint en fait à votre Entra ID. Et puis, tout simplement, qu'on compromet, soit avec un accès depuis le réseau interne, soit directement, là vous êtes connecté sur le Wi-Fi City, on est tous les deux sur le même Wi-Fi, je peux potentiellement attaquer un device qui est connecté sur le Wi-Fi et puis qui est join dans Azure. Ça me donne un premier point d'accès dans Azure puisque j'aurai la possibilité, si je le compromets, de récupérer son identité. On a ensuite la partie Identity-Based. Là, c'est tout ce qui est lié à l'identité. Donc, il faut penser user, service principal, groupe, et tout ce qui est lié, et tous les types d'attaques qu'un attaquant va pouvoir mettre en place. Elles sont nombreuses. Ça va de l'énumération des utilisateurs au password spraying. Password spraying, pour rappel, on utilise un mot de passe sur un grand nombre d'utilisateurs. Contrairement au brute force, on utilise plusieurs mots de passe sur un petit nombre d'utilisateurs. Le illicit consent grant, le device code. Ces deux techniques sont des techniques de phishing utilisées par les groupes d'attaquants très récemment dans des attaques qu'ont vraiment fait les newspapers. Le illicit consent grant et le device code phishing, c'est deux attaques qui reposent uniquement sur Azure et sur le protocole OAuth. C'est-à-dire qu'en plus de devoir comprendre Azure, il faut un peu comprendre le protocole OAuth derrière et les permissions. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on va parler d'une principalement, le device code phishing, qui est vraiment un point d'accès aujourd'hui utilisé par les attaquants. On a toute la partie, après évidemment, credential, exposure, le supply chain et les bypass de MFA, de Conditional Access Policy. On va en parler aussi aujourd'hui. Le illicit consent grant, vous avez potentiellement tous déjà vu cette fenêtre à gauche qui vous demande tout simplement des permissions pour accéder à une application. Qu'est-ce que l'application fait, tout simplement? Elle vous demande des permissions déléguées pour accéder, tout simplement, en votre nom, avec les permissions qui sont listées. Dans le cas de figure ici, c'est simplement lire le profil de l'utilisateur. Mais qu'est-ce que l'attaquant obtient une fois que la victime clique sur Accept? L'attaquant obtient tout simplement, en fait, l'access token et le refresh token de l'utilisateur, avec les permissions qu'il a demandées. Donc l'idée pour un attaquant, c'est tout simplement de créer une application malicieuse dans Azure. Ça, tout le monde peut le faire. On prend un Azure gratuit, on crée une application malicieuse, on attribue des droits et des permissions à l'application qu'on vient de créer en tant qu'attaquant, on envoie un beau mail de phishing, comme en haut à gauche, en disant qu'on a une nouvelle application de Microsoft disponible. L'utilisateur, quand il va passer son souris dessus, il va simplement voir un lien Microsoft, puisque c'est d'ailleurs une application de Microsoft, donc un domaine catégorisé. Et on va lui demander des permissions. Il n'y a rien de très suspect. On ne demande pas à l'utilisateur aucun credentials. L'utilisateur est déjà connecté. On ne demande pas à l'utilisateur des informations sensibles, carte de crédit ou autre. On lui demande juste de
d'accepter des permissions, ce qui souvent il va faire. On obtient son access token et son refresh token. Aujourd'hui, on va principalement parler de ça, le device code phishing. C'est la même idée. Même idée. On ne demande pas de credentials, pas d'identifiant à l'utilisateur, on ne demande pas d'informations sensibles. C'est même nous, en tant qu'attaquant, c'est l'attaquant qui va envoyer même les informations à l'utilisateur qui va cibler à sa victime. Qu'est-ce que c'est le device code phishing, ou le device code, initialement, avant que ce soit une technique de phishing? Qu'est-ce que c'est le device code? C'est une technique d'autorisation qui fait partie du protocole OAuth, qui s'appelle le Device Authorization Flow. C'est un flow en fait, d'autorisation. Et qui a été créé pour permettre, par exemple, aux téléconnectés, à des équipements, en fin de compte, qui ont très peu de capacité d'entrer des longs mots de passe, avec un clavier ou autre, téléconnecté, imprimante, pensez à tout ça, tout ce qui est un peu IoT, de se connecter et d'utiliser en fait le profil de l'utilisateur. Donc pour ça, il fallait quelque chose de user-friendly. Et si c'est user-friendly pour un utilisateur, bah c'est user-friendly aussi, potentiellement pour un attaquant. Et pratique. Comment fait l'attaquant? Il demande tout simplement à l'attaquant un code, un endpoint et une API Azure. Il obtient le code est valable 15 minutes. Donc l'utilisateur qui est victime a 15 minutes pour rentrer le code. Et l'attaquant envoie un courriel. Pareil, toujours, la victime sera redirigée vers une URL légitime, microsoft.com, device login. Et à la victime, on va simplement lui demander, et elle aura simplement à rentrer le code, le device code en fait, que lui a envoyé l'attaquant. Ce device code que lui a envoyé l'attaquant, c'est la seule chose qu'on lui demande de rentrer, et c'est la seule chose que l'utilisateur a reçue dans le courriel, avec évidemment l'URL. Dès que l'utilisateur est connecté sur Chrome ou Firefox, il rentre son identifiant qu'on lui a fourni, son code, et l'attaquant obtient l'access token et le refresh token. Toujours pareil, même idée. La limite, c'est les 15 minutes pour l'attaquant. Mais l'attaquant peut choisir de faire ce qu'on appelle du dynamic device code phishing, c'est-à-dire générer le code aléatoire de manière dynamique, à la demande, avec un faux site web par exemple, avec du JavaScript derrière, avec un QR code, pour faire ce qu'on appelle du quishing. Donc c'est largement faisable, ce n'est pas vraiment une limitation. Il peut aussi choisir d'utiliser ce qu'on appelle une FOCI, une Family of Client ID. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à un jeu de cette famille. On a vu tout à l'heure que la victime allait envoyer son access token et son refresh token. Le refresh token permet de rafraîchir le token. Donc le refresh token, tout simplement, permet de redemander un access token. Mais on peut redemander un access token, c'est du OAuth, c'est le protocole, uniquement avec un refresh token qui est lié pour une seule application. Imaginons qu'on ait un access token et un refresh token pour Teams. Avec ce refresh token-là, on pourra redemander un access token uniquement pour Teams. C'est logique. On ne veut pas donner un accès à un utilisateur sur Teams et que l'utilisateur puisse après utiliser par exemple Azure PowerShell, Outlook, et ainsi de suite. C'est un protocole OAuth, c'est une spécification. Mais ce qui existe chez Microsoft, c'est les Family of Client ID. C'est un lot aujourd'hui de 36 applications, il y en aurait potentiellement plus dans le futur, pour lesquelles on peut demander, et une fois qu'on a en fin de compte un refresh token pour une application, par exemple Teams, Office 365, Outlook, Azure PowerShell, on peut demander n'importe quel access token pour n'importe quelle application dans les 36, et ainsi de suite. Il faut penser au jeu de cette famille, pour lequel, une fois que vous avez la fille, par exemple, sur les 7, vous pouvez demander n'importe qui, sur les 6, pardon, vous pouvez demander n'importe qui, 7, vous pouvez demander n'importe qui à la suite. Donc l'idée, c'est en fin de compte qu'on peut faire du mouvement latéral entre les applications. C'est-à-dire que l'attaquant, il n'est plus limité. Il va pouvoir demander, par exemple, initialement, un access token pour Outlook, et puis upgrader, mettre à jour son access token de manière continuelle au travers des différentes 36 applications qui composent le Family of Client ID de Microsoft. Ce qui se passe, c'est que ça crée du mouvement latéral. On peut avoir un accès à Office, puis ensuite avoir un accès à Teams, puis à SharePoint, puis à OneDrive. Là, c'est les applications que je vous liste, font partie des 36, donc vous voyez bien que c'est les applications centrales. Ça, ce que tout le monde utilise. Azure PowerShell aussi, pour aller potentiellement récupérer des informations sur votre tenant et votre directory. Le PRT, on va passer, notre technique de phishing encore, mais cette fois-ci, on exploite un device. C'est différent. Dans notre cas de figure, on ne va pas exploiter une identité, on va exploiter une ressource. Je vous ai parlé de la principale attaque, c'est le device code aujourd'hui. Exploitons aujourd'hui une ressource. Quel est notre scénario?
on a une fonction Azure qui est exposée en Python, qui a une identité managée. On appelle ça une System Managed Identity. L'identité managée, le but, c'est de fournir à la fonction Azure une identité pour fonctionner, tout simplement. Mais à cette identité, on lui assigne des rôles, des droits et des permissions, puisqu'on veut que la fonction Azure fasse quelque chose derrière, forcément. Nous, ce qu'on voit, et pour ceux à qui ça parlera forcément, en 4, c'est qu'on lui a assigné le rôle contributeur sur un groupe de ressources. C'est-à-dire que la fonction a le rôle et les permissions contributeurs sur un groupe de ressources, donc hiérarchiquement sur n'importe quelle ressource présent dans le groupe de ressources. On voit notamment qu'il y a une machine virtuelle. La System Managed Identity, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est liée à la fonction Azure. Si on supprime la fonction Azure, on supprime aussi la System Managed Identity. Donc on est ici, en tant qu'attaquant, on est sur l'externe, on est sur Internet, en périphérie, on a une subscription Azure, on a un tenant Entra ID, et on va chercher à exploiter la fonction Azure. Dans un premier temps, on a 2 vulnérabilités qui sont exposées, c'est une fonction Python, on a du code vulnérable qui a été mis, pipeline pas surveillé. On a une SSRF et une LFI, 2 vulnérabilités web, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent d'effectuer, pour la SSRF, des exécutions de commandes un peu système, on va dire, ou d'aller récupérer au moins des identités, et donc l'identité de la fonction Azure. Donc on va exploiter la SSRF. L'idée de cette exploitation-là, c'est d'aller chercher le token, l'access token et le refresh token, de la fonction Azure. Donc pour ça, on va appeler ce qu'on appelle la metadata API. C'est une API sur laquelle la fonction Azure va aller chercher ses credentials pour s'identifier et pour faire des actions. Par exemple, aller derrière récupérer des informations dans un key vault, des secrets, ou aller écrire dans un stockage cloud. Donc on a l'access token. L'access token, il correspond à l'identité de la fonction Azure. Donc on est ici, on a une fonction Azure, on a un access token, et cette fonction Azure, maintenant, il va falloir déterminer finalement quel rôle elle a. On va déterminer, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'elle a un rôle contributeur, qui est un des rôles primitifs dans Azure, beaucoup trop privilégié. Le rôle, en plus d'être beaucoup trop privilégié, beaucoup trop de permissions, il est trop largement ce qu'on appelle scopé, c'est-à-dire qu'il est scopé sur un groupe de ressources. Ce qu'on va donc voir, c'est que le groupe de ressources contient des ressources, dont une machine virtuelle. Quand on est contributeur dans Azure sur une machine virtuelle, si jamais, je vous le dis, si jamais certains ont encore des rôles contributeurs dans leur Azure, pour des users par exemple, ou pour même des développeurs, quand on est contributeur, on peut exécuter des commandes en tant que système ou root, si c'est un Linux, sur n'importe quelle machine virtuelle dans le groupe de ressources. Ce qui veut dire que dans notre cas de figure, on a la possibilité, avec l'identité de la fonction Azure, avec ce rôle contributeur, d'exécuter des commandes système, avec les privilèges système, donc les privilèges encore au-dessus d'administrateur, sur un système Windows, n'importe quel script, PowerShell dans notre cas, si c'était un Linux, ce serait du bash, en route. Donc on compromet une première machine virtuelle, et M. Ryan Terry a stocké des mots de passe sur son desktop, c'est un développeur, donc c'est pas bien, et on a un super mot de passe, super dev pass 1, point d'exclamation. Donc on est ici, on avait aussi un autre mouvement latéral possible, on n'en parlera pas trop, on avait aussi la machine virtuelle avait aussi un rôle de storage à contributeur, c'est autre chose, un autre rôle un peu dangereux. Donc là on a une machine virtuelle, des credentials, la machine virtuelle a une identité elle aussi, toujours, il faut qu'elle roule avec des droits et une identité, et on a des credentials pour l'utilisateur Ryan Terry. Donc on a un utilisateur Entra ID finalement. On va pouvoir passer de Azure RM, des ressources, et migrer directement vers Entra ID. Mais on se rend compte rapidement que Ryan Terry, ils ont fait les choses correctement en termes de défense. Il y a du multifacteur. Il y a du multifacteur et il y a du conditional access policy qui est en place. Donc nous, en tant qu'attaquants, il va falloir qu'on essaie de bypasser ça. Ce qu'on se rend compte, c'est quand on se connecte avec un Firefox, un Chrome, on nous demande le multifacteur, qu'on n'a pas en tant qu'attaquant. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est tester que la conditional access policy est correctement configurée. Il n'y a pas de bypass possible, de défaut de configuration. Ce qu'on se rend compte, finalement, c'est qu'en listant tous les droits et toutes les possibilités du conditional access policy, donc par exemple géolocalisation, par exemple user agent restreint, par exemple le device, il faut qu'il soit compliant et dans Intune, on se rend compte que finalement, si on a un user agent Linux,
on peut bypass la Conditional Access Policy et se connecter uniquement avec un identifiant et un mot de passe. Donc c'est ce qu'on va faire en tant qu'attaquant. On va se connecter en tant qu'un identifiant et un mot de passe avec un User Agent Linux. C'est la fameuse Conditional Access Policy avec le défaut de configuration. Tout ce que je passe à chaque fois, évidemment, c'est des rappels pour vous dire revoyez vos Conditional Access Policy, revoyez vos rôles contributeurs, et ainsi de suite. Ensuite, on va s'intéresser à élever nos privilèges. Maintenant qu'on est dans Entra ID, il faut qu'on ait plus de privilèges. Le user re-entry, qui est un développeur, a trop de droits. Il a un rôle password administrator. Password administrator, ça vous permet dans Entra ID de resetter les mots de passe et les multifacteurs de n'importe quel user, mais pas un global admin. Sinon, ce serait une élévation de privilège par défaut. Donc, avec ces droits-là, on va voir quels sont les autres users pour lesquels on peut resetter le mot de passe. On peut resetter le mot de passe pour l'utilisateur Patrick Johnson, qui est un utilisateur du groupe Finance. Bon, voyons toujours. On peut essayer. Parce que peut-être que nous, ce qui nous intéresse, c'est la data, c'est la donnée qui est derrière. Le développeur est intéressant, il a accès à un CI/CD potentiellement. On a une machine virtuelle, on a une Azure Function, on a accès à un compte de stockage. Bon, c'est déjà bien. Mais nous, peut-être qu'on veut de la donnée derrière, notamment financière par exemple. Et Patrick Johnson, qui travaille aux finances, est une cible intéressante. On est donc ici. On a obtenu les credentials de re-entry, qui est pas sur l'administrateur. On a maintenant les credentials de Patrick Johnson, puisqu'on a reseté son mot de passe. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec l'utilisateur Patrick Johnson. Et on va parler de MSGraph API. MSGraph API, pourquoi on en parle? Parce que les attaquants aujourd'hui l'utilisent énormément. C'est une API qui permet globalement de tout faire. C'est globalement l'API sur laquelle tous les calls que vous faites dans le portail Azure passent. Si vous allez dans votre navigateur, vous faites un F12, Developer Tools, et vous regardez les requêtes qui partent, vous allez voir, ça part tout le temps vers Microsoft Graph, Microsoft Graph, Microsoft Graph. C'est ça dont on parle. C'est l'API un peu sous-jacente de à la fois Azure RM, vos ressources, et à la fois Entra ID, votre identité, et vos droits et vos permissions dans votre environnement Azure. Donc, MSGraph API, elle a un accès très large. Elle peut à la fois manager via des calls d'API votre tenant, vos users, créer des users, assigner des rôles, promouvoir quelqu'un global admin, intéressant. Elle peut à la fois aller lire aussi des informations, comme par exemple lire les clés BitLocker de vos ordinateurs qui sont managed, intéressant aussi. Et ça a été lourdement utilisé, notamment la dernière attaque où ça a été vraiment publié, c'est Microsoft en janvier, où les attaquants, via la Microsoft Graph API, ont abusé d'une permission qui s'appelle EWS Access as User.all. C'est assez simple de comprendre, EWS, on est sur les emails, Access as User.all. Donc on accède aux emails en tant qu'utilisateur à tous les utilisateurs. Très clairement, ils ont été en capacité de collecter tous les emails du tenant de production de Microsoft. Vous tapez MSGraph API abuse, MSGraph API hacking, event, incident. Vous allez voir, il y a beaucoup d'articles qui en discutent. Donc on est dans Entra ID et on est l'utilisateur Patrick Johnson, qui est membre du groupe des finances. On a des applications dans Entra ID. Ces applications-là, il faut penser que c'est des applications qu'on va utiliser pour faire du B2B, par exemple. C'est des applications, par exemple, qu'on va déployer pour s'identifier de manière plus simple, auxquelles on va fournir des permissions. Ces applications-là, elles sont de deux types. App Registration, c'est l'application que vous allez créer dans votre tenant. Quand vous créez une application dans Entra ID, vous créez une App Registration. Et ensuite, Enterprise Application, qu'on appelle aussi communément les services principaux. C'est la représentation, Enterprise Application, de la première application, de la App Registration, dans un tenant, soit le vôtre, soit externe. C'est-à-dire que vous, si dans votre tenant actuellement, vous allez dans Enterprise Application, vous pouvez lister toutes les Enterprise Applications, ou services principaux, ça s'appelle aussi comme ça, et vous allez pouvoir voir quelles sont les applications qui potentiellement ont des droits et lister les permissions de chaque application. Bon, l'enjeu, c'est qu'il faut le faire dans le portail, il faut le faire une application par une application. Et vous allez voir qu'il y en a quelques centaines, des Enterprise Applications. Dans notre cas de figure, on va s'intéresser aux permissions, forcément, qui sont sur ces applications-là. Il y a deux types de permissions, déléguées, on l'a vu tout à l'heure avec le illicit consent grant, le phishing, et application permission. On va parler d'application permission dans notre cas de figure. L'application permission, c'est des permissions qu'on va fournir
à l'application elle-même. On va lui dire, par exemple, comme vous voyez en bas à droite, chat.read. Bon, vous avez compris, c'est du Teams dont on parle, on peut lire le Teams. C'est en délégué, donc très bien. Par contre, on a une application intéressante, directory.read-write.all. Directory, ça veut dire tenant, int-id tenant aussi. Read-write, lecture-écriture. .all sur tous les objets. Donc la permission permet d'aller lire et écrire sur tous les objets de votre directory int-id, de votre tenant int-id, si on est l'application. Donc on appelle ça une permission d'application, c'est l'application qui a ces droits-là, finalement. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'utilisateur Patrick Johnson, il a en fait, tout simplement, il est owner d'une application de finance. Jusque-là, ça peut faire du sens. On se dit, bon, pourquoi pas. L'application de finance, l'enjeu, c'est qu'elle a, vous vous en douterez, peut-être trop de droits au niveau des permissions d'application. Quand on est owner d'un objet dans int-id, owner d'un user, owner d'une application, on a les possibilités de manager, en fait, de gérer l'objet sous-jacent. Quand on est owner d'une application, d'une app registration, on a la capacité, en tant qu'owner, de créer des secrets pour l'application ou des certificats, c'est-à-dire des nouvelles identités, en fait, qui vont nous permettre de nous connecter ensuite avec ces secrets-là en tant que l'application. Donc Patrick Johnson, membre des finances, il est owner d'une application finance et il peut ajouter un secret à l'application finance, ce qu'il va faire. Enfin, je vous rappelle, ce n'est pas Patrick Johnson qui le fait, c'est l'attaquant, évidemment. Cette application finance, une fois qu'on est owner, on va aller lister les permissions. Et on se rend compte, dans les permissions, qu'il y a des permissions très intéressantes, notamment sur l'API MSGraph, dont on parle depuis tout à l'heure, et une permission qui s'appelle rolemanagement.readwrite.directory. Cette permission, role management, gestion des droits et des rôles, gestion des rôles, lecture-écriture sur le directory, sur le tenant. Cette permission, très clairement, permet de promouvoir depuis l'application et en tant que l'application n'importe quel utilisateur au rang de global admin. Donc ce qu'on voit en fin de compte là, et pourquoi on parle de ça, c'est qu'on pensait finalement que Patrick Johnson était uniquement un utilisateur classique. On avait oublié de lister qu'il était owner d'une application. On avait oublié de lister aussi que Patrick Johnson, peut-être que l'application avait des droits. Donc pourquoi j'ai parlé tout départ des systèmes de privilèges et d'accès qui sont distincts dans Azure, entre Azure RM, Entra-ID et les API, notamment MSGraph, c'est parce qu'il y a des choses comme ça, qu'on a du mal à voir, qu'on ne connaît peut-être même pas, et qui sont très compliquées à lister. Comme vous voyez, là, je le fais vraiment une application par une application pour aller être en mesure de lister que le rôle émis, que c'est un rôle, que c'est une permission sur l'application, donc que l'application peut l'utiliser. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une élévation de privilèges by design, qu'on ne verra jamais, qu'on ne listera jamais, qu'on n'auditera pas. On a une application, on a un utilisateur, Patrick Johnson, qu'on pense légitime, qui finalement peut promouvoir n'importe qui au rang de global administrator. C'est ce qu'on va faire, évidemment. On est ici en tant que global admin, juste pour lister qui est actuellement dans notre groupe global admin. Voilà, je n'avais pas mis play. Donc on va juste lister tout simplement qui est actuellement dans notre groupe global admin. On va se rendre compte qu'on a seulement 2 utilisateurs. On a moi-même, Clément Cruchet, c'est mon tenant, et on a l'utilisateur admin account, qui est l'utilisateur global admin qu'on a créé. Ensuite, en tant que Patrick Johnson, on a créé un nouveau secret pour l'application. Donc on se connecte en tant que cette application. L'avantage de ça aussi, de se connecter en tant qu'une application, on se connecte en tant que ce qu'on appelle qu'un service principal. En se connectant en tant qu'un service principal, et là l'avantage, et pourquoi il faut le surveiller, c'est qu'on n'a pas besoin de multifacteur. Parce qu'une application, on ne peut pas lui dire, dès que tu te connectes, utilise un multifacteur. Donc l'application, par défaut, les services principaux, se connectent sans multifacteur. Donc c'est un avantage pour nous. C'est bien plus facile pour un attaquant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on est connecté en tant qu'application, on va ajouter l'utilisateur Patrick Johnson au groupe Global Admin. C'est ce qu'on fait maintenant. On vérifie juste qu'on l'a ajouté, on relise ses droits, on est bien Global Administrator au niveau de Patrick Johnson.
Donc, Patrick Johnson, membre des finances, et maintenant Global Administrator de notre Tenant Entry ID. Et niveau audit et contrôle, on n'a très clairement pas vu grand-chose. On a peut-être vu l'événement, si on a un peu de surveillance cloud, un CM par exemple, cloud et autres. Si on a des règles KQL par exemple aussi, on a peut-être vu, oui en effet, la création d'un nouveau Global Administrator. Mais là, on est rendu à la fin de la chaîne. On a vu ça à ce moment-là. Le vrai enjeu, il est là. Il est que du début à la fin, on n'a peut-être pas vu le code vulnérable, qui est l'accès initial. On n'a peut-être pas vu les rôles primitifs qui ont été mis. Par exemple, le rôle qui a été mis sur la fonction Azure. On n'a pas vu non plus le rôle qui a été mis sur la machine virtuelle. On n'a pas vu que les scopes de rôle ont été beaucoup trop larges sur la subscription et sur un resource group. Et puis on a encore moins vu, ensuite, on n'a pas vu non plus les identifiants sur la machine virtuelle parce qu'on ne fait pas de contrôle des données qui sont mises sur les machines virtuelles, par exemple. On n'a pas de contrôle qu'il y a des données critiques ou sensibles, carte de crédit, PII, mot de passe. Et puis on a encore moins vu le chemin des déviations de privilèges, puisqu'on ne connaissait même pas peut-être MS Graph API, on ne connaissait même pas la différence entre Approach Situation, Enterprise Application, Service Principal et les API et les permissions qui sont derrière sur chaque application. Et on est Global Administrator. On a détecté le Global Administrator, mais moi, très clairement, si j'ai les droits de Patrick Johnson, avant de mettre Global Administrator, je vais faire beaucoup de dégâts avant, je vais faire beaucoup d'autres choses, et après, je mettrai Global Administrator, mais ce sera déjà trop tard. Donc d'un point de vue défense, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. C'est l'enjeu de cette slide aussi, parce qu'il y a beaucoup trop de texte. Parce que justement, il y a beaucoup trop de choses à faire et surveiller. En plus de ça, si on prend par exemple une seule ligne, je ne sais pas, par exemple la 7e, Review API Permission, comme je vous ai montré, il faut aller sur chaque application, une par une, application, Enterprise Application, API Permission, lister les API Permission, ah ok, il y a les droits sur MS Graph API, il y a les droits en Application Mode, ok, très bien, et ainsi de suite. Qui est owner de l'application? Bon, très long. Donc l'enjeu, c'est ça. Aujourd'hui, le cas de figure, c'est qu'on n'est pas en mesure de détecter, depuis le code malveillant ou le code vulnérable qui a été mis en place sur la fonction Azure, jusqu'à des enjeux d'identité, jusqu'à des choses très fines, comme la MS Graph API. Où on peut le faire, mais alors peut-être que dans la salle, on sera assez pour gérer un environnement Azure avec peut-être 30 subscriptions, et puis 5 différents tenants, et puis des milliers d'utilisateurs. Peut-être qu'on serait assez pour gérer un environnement cloud assez gros comme ça, puisqu'il faudrait regarder à la fois le code, donc il faudrait faire de la revue de code en amont. Il faudrait ensuite regarder tout ce qui est cloud infrastructure, tout ce qui est IAM, droit, comprendre tous ces modèles de permission imbriqués et distants. C'est l'enjeu, c'est que ce sont des modèles de permission entre MS Graph API, Entra ID et Azure RM qui sont à la fois imbriqués puis à la fois distincts. Donc si on liste les global administrateurs, on ne verra pas Patrick Johnson, global administrateur, et pourtant il a des droits sur une permission. Et ensuite, on n'a pas de visibilité non plus sur nos workloads, donc là j'en ai même pas parlé, nos Kubernetes, éventuellement nos machines virtuelles, on en a parlé un petit peu, mais on a très peu de visibilité là-dessus. Donc l'idée c'est de se dire comment on fait ça, ce qu'on appelle le SYNAP, CSPM et CWPP, pour être en mesure de détecter depuis l'émission d'un code, depuis un build au niveau du pipeline, jusqu'à les identités, l'IAM, les permissions qui sont attribuées avec le CSPM, et ensuite valider aussi tous ces workloads. L'idée, c'est de protéger, comme c'est marqué très clairement, protect your application from code to cloud. C'est exactement le cas de figure qu'on a eu dans l'attaque que j'ai montré. C'est aussi des cas de figure qu'on retrouve partout. Tout ce que j'ai mentionné et les attaques que j'ai mentionnées sont vraiment pas des choses qu'on voit très peu. On voit très souvent, malheureusement. Et l'idée aussi derrière, c'est que quand on commence à monitorer tout ça, on se rend compte que ça va créer beaucoup d'alertes. Ça va potentiellement créer, on peut créer des règles KQL, par exemple, des choses comme ça, de la détection. Mais on va créer beaucoup d'alertes. Il va falloir les traiter. Il va falloir être en mesure de comprendre d'où elles viennent, ces alertes. Il va falloir être en mesure de comprendre le cheminement. Et on peut avoir du mal. On peut avoir du mal puisque tout simplement, on va être perdu entre bon, j'ai une fonction Azure qui est vulnérable, très bien, je la patch. J'ai patché mon accès externe, c'est parfait. Et puis tout le reste n'est pas couvert. Donc l'idée, c'est d'aller à la fois faire une découverte des environnements cloud, de votre exposition, en fait, tout simplement, une corrélation du risque, c'est-à-dire
Aujourd'hui, quels utilisateurs j'ai qui pourraient potentiellement avoir trop de droits, trop de permissions, et pourquoi. La corrélation va aussi vous permettre d'être en mesure de vous dire et de créer un peu des chemins d'attaque comme on a vu juste avant, et on va voir les chemins d'attaque juste après. Donner du contexte aussi aux applications. L'application finance, par exemple, est utilisée par qui? Patrick Johnson, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses droits? Quelles sont les données de cette application finance? Identifier la cause, le root cause analysis, comme on appelle. Et puis ensuite, évidemment, de remédier. Dans notre cas de figure, il fallait vraiment initialement remédier la fonction Azure, c'est l'accès initial, mais il y a beaucoup de choses à remédier, comme vous avez vu. Ça vous donne, le CSPM va vous donner une idée, en fait, de votre maturité dans vos environnements cloud, Azure, AWS, GCP, et j'en passe, pour les plus gros en tout cas, et de vous donner un risque sur chaque. L'avantage que ça va vous donner, c'est aussi que la corrélation va être bien plus importante entre vos alertes et vos incidents. Comme vous voyez à droite, on a des incidents. Par exemple, on parle d'AWS ici, un bucket qui est exposé. On a 3 alertes qui sont reliées à l'incident. Et ce qui va vous permettre de faire même au niveau de la corrélation, c'est d'aller chercher les chemins d'attaque. De vous dire depuis où, finalement, un attaquant, en exploitant les vulnérabilités et les alertes qui sont reliées, pourrait prendre accès, pourrait obtenir des droits, et même accéder à de l'information sensible, notamment dans ce stockage de buckets où il y a de l'information de la PIA. Le chemin d'attaque qu'on voit là, c'est pour AWS, mais c'est très clairement très similaire et la même chose du chemin d'attaque qu'on vient de voir à l'instant dans Azure. C'est la même idée. On a Internet, on a un Kubernetes qui est exposé en externe, donc on a un workload exposé. On a une vulnérabilité sur le workload, donc on n'a pas de visibilité sur la vulnérabilité sur le workload. On a l'extraction de données depuis le workload, on ne le voit pas non plus. Et on a des droits IAM beaucoup trop élevés au niveau du workload. Et enfin, on a de la donnée, évidemment. Donc au niveau de la donnée, quel est le point de vue d'un attaquant? Il est assez large. Là, c'est un point de vue assez large. On peut parler d'Azure, GCP, AWS à la fois. Mais au niveau de la data, un attaquant, il a le choix. On a vu tout à l'heure que la data était présente sur une machine virtuelle, avec des identifiants. On a vu qu'il y avait un compte de stockage qui est accessible. Ça pourrait être des bases de données aussi. Ça pourrait être du CI/CD, donc des environnements de pipeline avec du code. On pourrait même potentiellement récupérer des credentials dans du code, ou du PI dans du code, des informations de credit card. Ça peut être par exemple du Power BI, Business Analytics, du log Analytics, et ainsi de suite. Donc la source de données est très large, et pour un attaquant, c'est très intéressant. En général, on va parler de DSPM, donc de Data Security Posture Management, de gestion en fin de compte de ces data dans les environnements cloud, mais aussi dans les environnements database. Parce qu'on a 3 questions principales. Où sont toutes mes données, finalement? Où sont tous mes jeux de données? Quel type de jeu de données actuellement j'ai? Est-ce que j'ai de la Credit Card Information? Est-ce que j'ai du PII? Est-ce que j'ai des credentials de user externes, third party, par exemple? Et comment éviter une extraction de données critiques, en fait, depuis mon environnement cloud, depuis mes applications, depuis mes workloads, par exemple? L'idée, c'est d'aller découvrir et classifier les données. Donc là, on parle de 2 grands principes. Le CSPM, la surveillance des environnements cloud, avec le CNAPP pour le code to cloud, pour le code en amont. La surveillance des workloads, ensuite. Et enfin, l'identification et la classification des données qui sont dans tout ça. De la donnée dans du code, de la donnée dans du workload, de la donnée au niveau IAM dans des VM et autres. L'idée, c'est d'aller pouvoir identifier un risque qui, au niveau de la donnée, lui, est statique, mais est aussi potentiellement dynamique. On peut avoir une base de données, par exemple, qui est lancée, sur laquelle les utilisateurs vont s'inscrire sur un site web. La base de données renseigne des informations au sein de la base de données, avec, par exemple, du clear text pour des informations de PII ou de Credit Card Information. Le DSPM va permettre d'identifier ça au niveau du cloud, va l'ajouter au niveau du chemin d'attaque, et va être en mesure de nous établir ce genre de chemin d'attaque, ces attack paths, qui sont en fait à haute valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, ce n'est pas uniquement « Ah, j'ai de la donnée sensible sur un workload ou sur un compte de stockage, pardon, sur un storage », c'est comprendre quel est le risque depuis l'externe. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la contextualisation. C'est de contextualiser la possibilité de se dire « J'ai accès depuis l'externe sur un workload qui est public et dessus, j'ai un compte de stockage
puisque le workload a des droits et des permissions. J'ai un compte de stockage avec de la PII. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans le scénario d'attaque. C'est exactement ce que les attaquants font aujourd'hui. Donc, il faut être en mesure de pouvoir identifier, en fait, tout simplement, ces vecteurs d'attaque initiaux vers des compromissions de workload, des abus de permission et de modèles IAM ou de privilèges d'accès pour obtenir de la donnée, notamment dans ce cas de figure-là, de la PII. C'est tout pour moi. C'est bon. Si vous avez des questions, il y a soit le micro qui est ici, soit le micro qui est juste là. Sinon, vous pouvez le dire très fort aussi, et je la répéterai pour la traduction. Très clair? Merci à vous. Merci à tous.